Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, décidément, les lives, à chaque fois, il y a quelque chose. Oui, je te vois, Caroline, je t'ai accepté. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Thérapie ne peut pas se joindre. Mhm. Lancer un direct, oui. Bon, pour la petite information, on a testé hier soir. Tout marchait. Ah, ça y est, c'est bon. Bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment tu vas? Eh ben écoute, pas trop mal en ce vendredi matin, dernier jour de la semaine. C'est vrai. On laisse un petit peu les gens arriver, on tarde pas trop à commencer, mais Bien on attend sûr, un petit peu 2 minutes. j'ai tout préparé. Tout le plan que tu m'as envoyé par mail, papier crayon, bouquin à côté pour Formidable. les références. Super. J'ai préparé. Alors, on laisse un petit peu les gens arriver. J'ai monté. Moi aussi, regarde, j'ai pris ma plus jolie tasse, Alors, supportrice de l'équipe. moi aussi. J'adore. Moi, je travaille avec le transgénérationnel et les morts, ça se voit. Absolument, absolument. On devrait demander aux personnes de ce matin de nous envoyer des petites photos de leur mug aussi pour nous montrer comment ils nous ont accompagnés. C'est Alors, ça, comment ils bon. accueillent ce live. Moi, c'est Morgane Boulet, Oui. une psychologue qui me l'a offert. Mais Morgane, c'est très rigolo parce que bah, du coup, Morgane, si tu regardes la vidéo, ton petit coucou, si tu es là ou si tu nous regarderas en replay, j'ai fait mon niveau 2 d'ICV avec Morgane et c'est exactement la période où on commençait toutes les deux à se parler et en fait, en discutant avec Morgane, j'ai vu que vous vous connaissiez très bien, que vous étiez du même coin, etc. Donc, Ah bah oui, je l'ai prise en remplaçante maternité. exactement, Je lui exact. ai légué la moitié de ma patientèle à Morgane. Alors, il y a un peu de monde qui arrive encore. Peut-être on va commencer. Bonjour à vous, trop chouette vos tasses. Merci beaucoup. Est-ce que juste vous pouvez nous confirmer, comme je demande à chaque fois, s'il vous plaît, si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien toutes les deux, qu'il n'y ait pas de souci pour la vidéo en replay. Et après, on va commencer. Si quelqu'un veut bien. On entend bien, on voit bien. Ok, c'est bon. Parfait, super. Super. Ah, il y a Amandine qui est là aussi. Coucou Amandine. Alors, merci à toutes et à tous de nous suivre pour ce rendez-vous matinal. On va parler aujourd'hui du bébé et du transgénérationnel et on vous proposait aussi de vous faire un petit retour en tant que professionnel sur la série Netflix turque Le chemin de l'Olivier. J'ai déjà accueilli Caroline dans les lives Parlons peu, Parlons bébé. On avait parlé des prénoms des bébés, des enfants. Donc, on va passer un petit peu rapidement sur ce rituel de présentation. Caroline, merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi de bébés, de transgénérationnel. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton métier et tes spécialisations, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis psychoanalyste clinicienne. Donc, j'ai un passif de travailleur social. J'ai été AMP, après EduxP, tout ça en étant diplômée. J'ai été cadre socio-éducative et j'ai repris mes études dans une école privée, mais qui est reconnue par l'État et le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale, l'IEPA, l'Institut européen de psychologie appliquée, qui délivre les certifications de psychoanalyste clinicienne. Donc, j'ai repris mes études tout en travaillant en tant que cadre socio-éducative. Et ça fait maintenant 8-9 ans que j'ai un cabinet dans une maison de santé, du coup, dans les Hautes-Alpes. J'ai 3 spécialisations. J'ai l'hypnose ericksonienne, j'ai la PNL, la programmation neurolinguistique. On va dire que c'est une amorce, c'est un peu, on va dire, identique, similaire à de l'hypnose, mais de manière complètement consciente, un peu comme des jeux de rôle. On va être plus dans le
coaching sans être coach, hein, c'est un vrai métier, c'est pas psy et coach, c'est différent. Mais la PNL va être vraiment dans le travail de la communication à l'autre et avec l'autre et de la systémie qui se passe, et aussi le rapport à soi sur certains aspects de sa vie, et la psychogénéalogie. Voilà, donc là, le plus gros on va dire, le plus gros bout de ma spécialisation, parce que je fais quasiment les 3/4 de mes patients maintenant. Aujourd'hui, ça a pris un essor tel que les gens sont très intéressés par cette spécialisation, qui n'est pas, alors pour moi, je ne le vois pas comme... je le vois comme un outil complémentaire et je ne le vois pas comme une thérapie unique. C'est vraiment à quelque chose à enchevêtrer avec un accompagnement à côté thérapeutique ou complètement autonome, mais de manière générale en fait. C'est un cheminement d'un an et demi. Ce n'est pas juste étaler son arbre et aller décrypter comme ça de manière sauvage. Ça fait vraiment partie d'un tout en fait. Donc c'est un outil thérapeutique comme je pratique aussi l'hypnose en outil de spécialisation thérapeutique, où moi, les personnes qui viennent en me disant j'ai besoin de 3 séances pour arrêter de fumer, je suis pas hypnothérapeute. Dans cette idée, j'accompagne en fait tout ce qui va être de l'ordre du symptôme, et on va pouvoir utiliser en fait l'hypnose pour soulever des couches, mais les 3 coups de baguette magique, voilà, ça reste à voir. C'est un grand débat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une référence, une ou plusieurs références que tu voudrais nous transmettre en lien avec le transgénérationnel, et du coup peut-être aussi en lien avec notre sujet d'aujourd'hui? Oui, alors, de manière tout à fait modeste, il y a mon livre, Déracinez-vous, où là vous avez de la théorie, hop, et vraiment de la pratique. Donc voilà, c'est des exercices. Après, s'il y en a qui veulent découvrir ce qu'est la psychogénéalogie et le transgénérationnel, il y a Se libérer du destin familial d'Elisabeth Horowitz. Je vais dire, c'est un vrai premier bon livre, parce que c'est une interview. Donc, c'est pas plombant à lire. Il y a questions-réponses, questions-réponses. C'est quelque chose d'assez vivant et de tout à fait accessible au quidam, quoi, au commun des mortels. On va avoir, ça c'est un peu plus costaud, mais je trouve que c'est un livre complètement référence quand on est dedans. Psychogénéalogie et physique quantique. C'est ce qui va faire, on va dire, une assise avec tout ce qui va être de l'ordre du non scientifique, mais de quelque chose de bien établi quand même au niveau cellulaire, au niveau réflexion, au niveau projection, au niveau psychanalyse. C'est vraiment très intéressant. Par contre, là, tu mets à peu près... ça, tu peux le mettre un week-end, tu le lis. Ça, t'en as bien pour 6 mois. D'accord. D'accord, il y a des pages où tu relis plusieurs fois. Et il y a celui-ci, où je trouvais ça intéressant de le présenter pour aujourd'hui, le décodage biophilosophique de la maladie, où on va reprendre les concepts de psychogénéalogie et on va enchevêtrer, à savoir la psychosomatique. Je trouve que c'est intéressant de bien regarder ce qui peut être de l'ordre du médical pur, traditionnel. Moi, je travaille dans une maison de santé, donc les médecins, on en a largement besoin, et c'est vraiment un travail intégratif et complémentaire. Mais quand le médecin voit qu'il y a des patients qui vont être dans le côté psychosomatisation, eh bien, il me l'envoie. Et aussi au niveau corporel, on a le kiné à côté, et on va vraiment travailler comme ça en commun tous les 3, tous les 4 aussi avec l'ostéo, qui est pareil, hein, quelque chose de complémentaire, d'intégratif au côté kiné. Donc, on est tous là pour s'occuper des patients. Voilà. Super. Merci beaucoup Caroline pour cette présentation, cette entrée en matière. Je vous propose donc qu'on rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Alors, le transgénérationnel, est-ce que tu veux bien nous en donner une définition selon toi? Oui.
Alors, le transgénérationnel, moi, comme je le présente, je fais vraiment une différence entre le transgénérationnel et la psychogénéalogie. Parce que le transgénérationnel va être étudié complètement en fac de psycho. Il va être abordé dans le côté analyse systémique, dans le côté cellule nucléaire familiale. Donc, cellule nucléaire, c'est le père, la mère, les enfants. Le transgénérationnel, pour moi, il va remonter aux grands-parents, voir les arrière-grands-parents s'ils sont encore en vie. C'est vraiment toute la famille qui va graviter autour de l'enfant, autour de nous, même parents, autour des personnes où il va y avoir des échanges, des mémoires qui vont pouvoir être racontées parce qu'elles sont encore sues. Donc c'est on va dire la limite entre les presque vivants ou les pas tout à fait morts, tu vois, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et on va avoir tout le côté aussi descendance avec les enfants, les petits-enfants. Le côté transgénérationnel va être imbibé et va être imbibé par des transmissions émotionnelles, invisibles et visibles, des transmissions qui vont être véhiculées par le vivant ou par, comme je dis, par exemple, même si le grand-parent est mort, étant donné que le parent va vivre avec eh bien, tout ce que lui a été composé et transmis dans sa vie, va devoir engendrer aussi certaines choses, comportements dans les enfants. On va avoir trois grands types, et ça c'est souvent que je le répète. On va être dans la reproduction, le reni et la réparation. Et dans un cheminement de vie, dans le chronos de notre vie, on le repère bien ça. Quand on est enfant, on va être vraiment dans la reproduction. On va comme ça essayer de se coller aux parents, l'imiter. On va être dans le mimétisme, tu vois. On va être au moment de l'adolescence, de l'âge adulte, le pré-adulte, hein, adolescence. On va être dans vous avez rien compris. Moi, je sais vachement mieux que tout le monde et je renie à différents degrés, hein, mais moi, je vais faire différemment et ça sera beaucoup mieux. Et puis, au moment où on va devenir parent ou adulte, un bon adulte, on va dire, dans ce côté où on a vu que nous, en reniant, c'est pas l'idée, c'est pas l'idéal, on va dire, ok, je sais que ce que tu m'as appris, tout n'est pas bon. Je sais ce que tu m'as inculqué, enseigné. Il y a des choses bonnes aussi. Je vais le prendre et je vais essayer de réparer à ma manière. Donc, tu vas avoir ces trois niveaux qui sont, je trouve, très intéressants à regarder dans la continuité de la vie et de notre composition. Alors que la psychogénéalogie, on va être vraiment dans quelque chose qui va être au-delà de la vie et des morts. Et on va être vraiment dans le langage de l'inconscient et voir comment est-ce que nos ancêtres et leur vie, leur histoire dans l'histoire avec un grand H, parce qu'il faut vraiment comprendre, recontextualiser la personne pour que du coup on puisse comprendre les choix et les décisions, parce qu'on n'est pas là dans le jugement, tu vois, quand on dit moi en 1900 mon grand-père a fait ça, je n'aurais jamais fait ça. En fait, t'en sais rien. T'en sais rien parce que t'es pas à ce moment-là, dans la vie de cette époque-là, avec là tu réfléchis à un instant T avec tout ce que tu as aujourd'hui et tu peux pas te projeter avec ce jugement-là. Donc la psychogénéalogie, ça va vraiment être, je vais dire, la charnière entre la psychologie et la psychanalyse, où tu vas être là avec tous les concepts et les préceptes de la psychologie pure, le transgénérationnel, la systémie, la théorie de l'attachement, le côté éducatif, tu as le éduco-socio-pédago. Et le psychogénéalogie, ça va être l'intérieur de toi, ça va être le au-dessus, ça va être l'esprit et l'âme. Dans cette idée, attention aux définitions, le processus de la pensée et le processus de la sensation. Donc, l'esprit, c'est quelque chose que l'on a tous, un homme qui a un grand esprit, par exemple. Et l'âme, c'est quelque chose qui nous compose. On ne va pas du tout parler fantôme ni revenant. On est là vraiment, ou alors avec les bons mots de la psychologie ou la psychanalyse derrière, parce que certains psychanalystes appellent les revenants quand il va y avoir des émotions qui vont nous appartenir et qui vont ressurgir à des moments clés où on appuie sur on dans notre vie, on se dit ok, là il y a eh bien le père avec toute l'agressivité qui revient, il y a ce revenant là, mais il ne faut pas le penser ou l'entendre avec ce côté fantôme derrière ou voilà.
Du coup, si je te suis bien, dans l'idée du transgénérationnel, il y a quand même quelque chose du côté d'une proximité avec éventuellement la personne qu'on reçoit, qu'on considère, alors que la psychogénéalogie, il y a quelque chose de l'ascendance, en fait, où on va remonter beaucoup plus haut, voir. Tout à fait. Proximité plus ou moins proche, parce qu'il y en a, par exemple, qui ne voient pas ses grands-parents, mais il le gît à travers le parent et soi. Et la psychogénéalogie va être vraiment ce qui va être dans l'ombre. Tu sais, ce fameux iceberg que l'on représente, Mhm. la psychologie, la psychanalyse. En fait, les racines vont être vraiment du côté de la partie immergée de l'iceberg. Et on va venir comme ça regarder ce qui va nous composer dans notre partie ombre. La partie ombre, c'est pas la partie négative, c'est la partie cachée. Tout à fait, à laquelle on n'a pas forcément accès comme ça de manière consciente. Et je trouvais que c'était très intéressant ce que tu disais aussi autour du contexte. Et c'est vrai que moi, quand j'en parle avec mes patients, par exemple du côté du surmoi, en expliquant aux patients, moi je suis d'obédience psychanalytique, donc c'est vrai que j'utilise ces concepts-là et je les explique aussi parfois à mes patients par rapport au surmoi et à la transmission, aux transmissions qu'on peut recevoir. Bien sûr, il y a nos parents, nos grands-parents, mais je trouve que c'est très vrai de parler aussi de contexte parce que il y a aussi la société, l'époque et la culture qui jouent aussi vraiment un rôle et on va pas du tout avoir les mêmes transmissions si par exemple on est en France, on grandit en France et on vit en France depuis 4, 5, 6 générations et s'il y a eu un mouvement migratoire par exemple ou si on est et on grandit au fin fond de l'Australie par exemple quoi. Exactement. Il y a vraiment à prendre en compte culture, tradition aussi, religion, croyances, règles implicites, règles explicites de la famille, tout ce qui va être de l'ordre ouais, tous les composants en fait qui nous entourent. Sinon, ça serait faire de la mauvaise interprétation, ça serait faire de l'interprétation sauvage. Et moi, je le dis très souvent quand je donne des formations, ne pas oublier l'individu. Un symbole plus Absolument. un individu égale une interprétation. Si tu me dis qu'un symbole égale une interprétation, à ce moment-là, tu ouvres le grand dictionnaire de Freud, tu as l'explication de ah ben j'ai rêvé de dents, ah ben je vais mourir demain. Voilà, ça va Mm. rester très théorique. Après, si 3 jours plus tôt, tu as été chez le dentiste, bah, tu vas venir réguler ton émotion dedans autour de ton rêve qui va venir le catharsiser de cette Mm. manière-là. Et si on n'a pas pris en compte cet élément dans Ben oui, notre réflexion, on tombe à côté de la plaque. Et absolument. c'est de l'interprétation sauvage en fait. Donc Tout à un fait. symbole, oui, universel. On va avoir le symbole individuelle et environnementale de la personne. Et là, on peut interpréter. Sinon, tu restes dans un cas clinique que tu présentes en fac ou à la fin de ton cursus et tu dis, bon ben voilà, moi je sais tout sur cette personne avec une petite anamnèse de 5 lignes. Et c'est pour donner, on va dire, l'idée au jury de te juger, pour le coup. Mais ça fait de toi une bonne théoricienne, mais pas une bonne praticienne. Oui, mais d'ailleurs, Freud lui-même le dit, hein, quand on regarde du côté de l'interprétation des rêves, par exemple, il précise bien qu'en premier lieu, on essaye d'analyser, d'interpréter avec l'histoire de la personne. Et que si à un moment donné, un peu, on est en panne, on peut finalement aller voir un peu du côté des symboles, mais tout en réinterrogeant le patient et en lui disant, mais bah, voilà, entre guillemets, il est coutume de dire, on pourrait penser que, est-ce que ça fait sens pour vous? Et comme tu le dis très bien, voilà, par exemple, bon, on parle souvent en consultation, voilà, les personnes par exemple qui font un rêve disent oh, mais j'ai rêvé que mes dents tombaient toutes, ça veut dire la mort, c'est l'horreur absolue, voilà. Et en fait, bah, comme tu le dis, par exemple, quelqu'un qui a des soucis dentaires, ben, ça va pas forcément vouloir dire la même chose que quelqu'un qui est pas du tout préoccupé par ça. Et voilà, donc ça, c'est vrai que c'est la question de la singularité, en fait, qui est Complètement, la singularité, et je pense qu'on l'oublie trop peu, et ça ne s'apprend pas, ça se pratique. On peut, et ça je le dis, hein, on en parle toutes les deux aussi en off, il y a une différence entre le savoir et le connaître, c'est que je peux lire 20 bouquins et tout savoir, mais rien connaître tant que tu n'as pas été sur le terrain en fait et que tu n'as pas mis ton nez et tes mains dedans en fait. absolument.
Absolument. Alors, quelque chose qui nous semblait important de préciser, c'est le fait que les transmissions, toutes ces questions du coup du côté du transgénérationnel ou peut-être de la psychogénéalogie, c'est pas forcément des choses traumatiques. Il peut aussi y avoir des choses positives parce que on en parle beaucoup aujourd'hui du côté du ah mais on m'a transmis ça, c'est terrible, comment je vais m'en libérer, j'ai peur de faire comme mes parents parce qu'ils ont mal fait, par exemple, voilà. Mais bon, déjà ce qu'on peut se dire, je crois que c'est que nos parents, comme tout le monde, ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et l'idée, c'est pas, comme tu le disais aussi tout à l'heure, la question, je crois que c'est pas de juger, de faire le procès de qui que ce soit. C'est plutôt de questionner, de dire qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je fonctionne comme ça. Donc effectivement, il y a des fois des choses négatives, désagréables, du côté peut-être de traumatisme, mais il peut aussi y avoir des fois des choses positives. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, je pense que tu as tout à fait raison et c'est bien pour ça que l'on est en vie en fait aussi. Heureusement qu'on n'a pas que des grosses brouettes. Je fais un petit coucou à Morgane. Qu'il n'y a pas que des grosses brouettes de négatifs. Il y a aussi une bonne charge et des bonnes ressources, des bonnes compétences, des bons souvenirs, des bonnes mémoires. C'est ce qui va venir nous composer tout ce qui va être de l'ordre de, comment je vais appeler ça tu vois, cette charge émotionnelle qui fait de toi un être unique et singulier, justement, ton charme. Mhm. Voilà, je trouve que ce qui fait ton charme, c'est aussi tout ce qui va être l'ordre des ressources positives, toute cette force que l'on va avoir. Mhm. Et ça, effectivement, du coup, on peut aussi le tirer de la transmission de nos ancêtres, Bien etc. sûr. Bien Je trouvais sûr. Oui, oui. Et puis important. même, tu vois, par exemple, des appétences pour certaines musiques ou certains... Moi, je le matérialise souvent comme ça à mes patients quand je leur explique qu'il y a aussi des bonnes ressources. C'est que du coup, tu vois, cette appétence pour le violon ou le piano, parce que Mhm. l'arrière-grand-père était pianiste, les métiers que l'on choisit. Quand je vois, là dernièrement, j'ai eu une patiente qui me dit, j'ai compris pourquoi je travaillais avec l'ASE, parce que j'ai découvert que mon arrière-grand-père avait été abandonné. Et elle Mhm. me dit, je trouve ça beau parce que je suis la seule assistante sociale ou éducatrice spécialisée ou enfin voilà. Et parce que je comprenais pas pourquoi mon choix de métier. Et en fait, tu vas venir regarder comment tu as réparé, malgré Absolument. toi, sans Oui. connaître cette raison-là. Alors, peut-être que il y a, tu vois, tout n'est pas psychogénéalogique. Peut-être qu'il y a des personnes qui, dans leur environnement sociétal et de l'ordre de l'école, ils ont pu vivre dans leur présent un besoin d'aider l'autre parce que suite à quelque chose où son meilleur ami était en famille d'accueil et du coup ça lui a donné envie d'être éduque ou assistante sociale. Ça, c'est le présent. Tout n'est pas psychogénéalogique, hein. Ça, je fais bien Absolument. attention de le mettre. Mais quand tu fais une sorte de qui-est, quand dans ta vie, rien t'a amené à choisir un métier où tu te dis, quand même bizarre que j'ai choisi cette orientation-là, non. À l'enfance, il m'est rien arrivé. L'adolescence, je repère pas. Enfin, tu vois, tu regardes un petit peu. Mhm. Et là, en fait, en trouvant ça dans ton arbre, bah, tu le découvres avec un sourire parce que tu te dis, ah, ça y est, je comprends. Mhm. Il y a une raison. Mais Mais l'un n'empêche attention, pas hein, il y l'autre. a aussi le présent qui vient nous Oui, oui, composer. oui. Hein. Mais je pense qu'il peut y avoir un peu des deux. Et puis, ça me semble aussi important de rappeler ce que Brazelton et Winnicott, qui sont des pédiatres psychanalystes pour Winnicott, que j'aime beaucoup, qui parlent aussi du potentiel du bébé, de l'étincelle de vie. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui vient de l'individu lui-même. Il faut considérer, je crois, c'est important, toutes ces différentes dimensions, en fait. L'individu naît avec une survie telle Mm. Oui. direct. T'as un besoin de survie énorme et tous tes choix quasiment vont être faits avec cet instinct-là d'ailleurs. Aussi, bien sûr. Donc Mhm. du coup, voilà, c'était important, je crois, de préciser cet aspect, pas forcément négatif, mais c'est vrai aussi, il peut y avoir des transmissions du côté traumatique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un certain impact sur les générations suivantes, même si elles n'ont pas directement vécu un événement. Et au moment où on avait programmé ce live, finalement, il a été décalé. Il venait tout juste de sortir
une étude scientifique qui mettait ça en avant. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Parce que je me souviens que tu étais très heureuse de cette publication. La nouvelle, non, dans le sens où je trouvais ça intéressant que on puisse pointer quelque chose que depuis des années, ça restait un petit peu marécageux. On disait que oui, peut-être, côté génétique, très certainement, mais on faisait des tests sur des souris notamment, le côté ADN, le côté cellules, le côté épigénétique. Tout ça restait un petit peu oui mais non, non mais oui. Et là, en fait, depuis quelques semaines, il a été prouvé que sur 3 générations minimum, il y a des traumatismes qui peuvent être marqués par la personne au moment où elle vit ce choc émotionnel et que, eh ben, évidemment, quand tu enfantes derrière, tu enfantes avec l'ADN qui a été traumatisé et comme je dis, choqué, dans le sens où l'ADN va être blessé. Alors, je ne suis pas épigénéticienne. Ces personnes-là en parleraient certainement beaucoup mieux que moi. Et moi, je vulgarise très certainement le concept, mais dans l'idée, c'est que on repère même, et ça Estelle d'ailleurs, Estelle qui fait des formations sur le trauma psy sur Insta, l'exprime très bien, c'est que même en neurosciences, le côté biologie cérébrale, ça remonte entre 3, 4 jusqu'à 5, 6 générations au niveau du composant du choc traumatique cérébral, le cerveau. Donc, et ça, en fait, ça se transmet. Alors, tu vas me dire ça, très certainement, comment est-ce que nous, si on n'est pas impacté, on va pouvoir jouer sur quelque chose qui n'a pas, qui n'est plus existant, mais qui a existé. Eh bien, étant donné que ça fait partie de nous, on a ce côté où on va devoir traiter le trauma comme si on avait été nous-mêmes impactés par ce choc traumatique, cet événement indésirable à petite ou à grande échelle. Et cela va jouer sur notre cerveau et sur la réparation de nos cellules, puisque du coup, on va être dans ce côté neurosciences, où on va activer une compréhension de notre état qui a beau ne pas être le nôtre, mais qui nous appartient quand même. Absolument. Il y a quelqu'un qui pose une question très intéressante, qui nous dit, on va y venir juste après, mais qui nous dit, rien n'est figé, l'enfant peut arriver à réparer l'ADN. Alors, moi, j'ai toute une partie de ma thèse là-dessus autour de l'épigénétique, puisque j'ai fait mon doctorat sur la thérapie bébé-parent, et donc il y a ce côté plasticité neuronale qui joue clairement un rôle, qui rend possible les thérapies bébé-parent. Et en fait, on ne répare pas l'ADN en tant que tel, parce qu'on peut pas changer l'ADN de quelqu'un, mais par contre, ce que nous disent les généticiens, c'est que on peut par contre agir sur la manière dont s'expriment les gènes. Donc en fait, on agit sur ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire la manière dont les gènes s'expriment. Et ça, on peut le travailler en psychothérapie. Et ça, même les généticiens le disent. C'est même pas nous, les thérapeutes, les psychologues qui le disent. Donc c'est on va quand même penser PANSER. On va vraiment être là pour accompagner et vivre avec. Tout à fait, tout à fait. Du coup, ça nous amène sur le lien entre transgénérationnel et bébé. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Serge Lebovici qui a parlé de mandat transgénérationnel et c'est très joli parce qu'avec l'idée de mandat, ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, quand un bébé vient au monde, il a un peu une sorte de mission, un devoir de réparation, consciemment, inconsciemment, qui lui est légué et après, du coup, va se poser la question de lui, qu'est-ce qu'il va en faire? Comment il va dealer, on pourrait dire, avec ça finalement. Et aussi dans la lignée de ce que tu disais, il y a des auteurs qui s'intéressent du coup à l'impact, par exemple, d'événements forts comme des guerres, des génocides sur les générations suivantes. Là, du coup, j'en parle un petit peu à titre personnel aussi, puisque moi, c'est entre autres de cette culture que je viens. Moi, j'ai des ancêtres arméniens de Turquie et il y a par exemple des psychanalystes comme Janine Altounian ou René Caes autour du génocide arménien qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Quel impact
le génocide des Arméniens, les mouvements migratoires, le meurtre de masse peut avoir sur les générations, comme tu disais tout à l'heure, 3, 4 générations après, c'est à peu près là qu'on en est aujourd'hui. Comment les gens s'en débrouillent, se débrouillent avec ça, c'est quoi les impacts, les effets sur eux, en sachant que eux directement n'ont pas vécu ces événements-là. Et René Caes parle de transmission pas de transmission, d'héritage traumatique. Je trouve que c'est très parlant comme terme. Il y a vraiment quelque chose comme ça où il y a du trauma qui se transmet, qu'on hérite sans vraiment avoir rien demandé, mais c'est quand même un fait. Par exemple, autour des angoisses de mort, des angoisses de séparation, des angoisses d'enfermement, de claustrophobie, de choses comme ça. C'est des choses que, par exemple, dans les populations où il y a eu des génocides, des déportations, voilà. Là, je parle des Arméniens, mais bien évidemment, c'est pas les seuls. Hein. On le retrouve au niveau de la Seconde Guerre mondiale, du côté du Cambodge aussi. Enfin, voilà, il y a un peu voilà, de nombreux peuples en fait qui se retrouvent là-dessus. Et je sais pas ce que toi tu en constates, mais moi c'est quelque chose que j'ai un peu constaté au cabinet, c'est que je trouve que dans les choix amoureux, très souvent, il y a quelque chose de l'histoire de l'un qui vient faire écho à l'histoire de l'autre. Et quand on pointe un peu ça du doigt, les personnes disent « Ah mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même culture. » Et en fait, on se rend compte que dans la culture de l'un et de l'autre, il y a quelque chose comme ça qui est venu un petit peu marquer chacun et que peut-être, tu parlais tout à l'heure de réparation, peut-être que finalement, en se mettant ensemble, il y a un peu quelque chose comme ça de la réparation. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça, c'est très drôle que tu vas là-dessus parce que dans le cheminement introspectif en psychogénéalogie, il y a un moment donné dans l'année de ton cheminement, tu vas faire le génogramme de ton conjoint ou de ta conjointe pour que du coup, tu puisses regarder qu'est-ce que vient faire écho, résonner, faire miroir, venir penser, parce que tu ne te mets pas avec l'autre pour rien. Même les histoires d'avant ou les histoires qui vont être marquantes, même quelque chose où tu vas venir affectivement, on va dire, te te pluguer, j'allais dire, à l'autre, c'est que tu as un besoin réel, soit dans ton présent, soit quelque chose de réparation autour d'une mémoire, autour d'une culture, autour d'un apaisement. Vraiment, moi, la première des questions que je demande, que je pose à mes consultants en psychogé dans ce moment-là, c'est à quoi vous sert l'autre? Au-delà du fait qu'il soit beau, grand, riche, célèbre ou quoi que ce soit, à quoi il vous sert en fait? Et là, tout le monde te dit, mais non, parce que tu sais, faut pas que l'autre te serve. Donc, de manière très culturelle, il y a des choses où tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être égoïste ni narcissique parce que c'est moche. Sauf que si tu n'avais pas un brin d'égoïsme ou de narcissisme, tu serais pas là en vie et on serait pas là en train de donner un live parce qu'on croit que ce que l'on va dire va pouvoir intéresser et impacter les autres. Donc, il en faut. Et dans ces cas-là, c'est vraiment de regarder justement cette partie ombre, cette partie cachée en soi, à quoi il vient me servir. Est-ce que quelqu'un qui va être, par exemple, assez exubérant, est-ce que ça va venir, toi, te tirer vers le haut pour que du coup, tu puisses justement t'élever et te mettre en lumière d'une manière différente que toi, tu n'arrives pas à être. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va venir que l'autre va te servir dans ta survie. Donc, pour que l'autre te serve, c'est bien que ça va venir répondre à ta mémoire et à ton présent pour pouvoir améliorer et continuer à vivre dans ton futur. Donc, oui, tout ce côté héritage traumatique, tu l'exprimes très bien. Et par exemple, dans les arbres, tu vois, de mes consultants, pour ceux qui ont été, par exemple, dans les mémoires abusés sexuellement, c'est très souvent que de l'autre côté, soit il y a des abus, soit justement, il y a des abuseurs. Et en fait, ça va venir comme ça, eh bien, réparer quelque chose de OK, on a compris, maintenant on va faire quelque chose de mieux et de plus beau et de quelque chose de transformé, de transmuté. Et souvent comme ça, il y a des effets miroirs dans les maladies, dans les métiers. Tu vois, les familles qui vont être juges, avocats, médecins, et de l'autre côté, on va être beaucoup plus dans la grosse maladie. Ben, on va venir comme ça réparer. On va venir tuiler, je dirais, tu vois, superposer. Je trouve ça très intéressant.
Bien sûr, bien sûr. Il y a une question qui nous a été posée, du coup, la suite de ce qu'on avait prévu de dire rejoint exactement. Alors, du coup, est-ce que c'est foutu, entre guillemets, pour un bébé si ses ancêtres ont un lourd passé? Il y a plusieurs éléments, je te les lis comme ça, tu nous en dis un petit Ok. peu ce que tu veux. Comment on fait alors, du coup, pour lutter ça? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce que plutôt il faut rien dire? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce que c'est foutu pour le bébé? Non. Je vais pas dire oui, même si j'ai envie de le dire juste pour rigoler. Mais, mais non, évidemment que non. Ça montre aussi notre singularité, en fait. C'est ce qui fait que dans une cour d'école, quand vous regardez les enfants d'une manière observateur, dans une cour d'école, vous voyez en fait toute la singularité de chacun, tout Mhm. ce que les enfants vont pouvoir jouer d'ailleurs. Ils vont être très forts dans les cours d'écré pour jouer aux gendarmes et aux prisonniers. Ils vont être très forts pour jouer aux loups et aux trois petits cochons. Ils vont être très forts pour comme ça libérer leur peur. Faites confiance aux bébés. Les bébés et les enfants savent beaucoup mieux que vous et s'en défont beaucoup mieux que vous aussi Mhm. parce qu'ils vont avoir cette partie créative et sensitive où ils vont avoir aussi ce sixième sens, hein, comme on appelle, c'est que le bébé a cette omnipotence et ce narcissique qui va venir être plus fort et qu'il va vouloir en jouer et en vivre. Et nous, les adultes, on va être plus à se meurtrir en disant mon Dieu, ma famille, mon Dieu, mes ressources négatives, mon Dieu, et tu es toujours dans le mental à réfléchir, et ça te plombe en fait. Un enfant, prenez exemple sur les enfants, modelez-vous sur l'enfant. Cette innocence, cette utopie, cette fragilité, cette innocence, on en manque beaucoup en tant qu'adulte. Et c'est là, en fait, qu'il faut vraiment venir chercher, je vais dire la rédemption, mais la Mhm. résolution, la guérison, si on veut des gros mots, parce que c'est là-dedans qu'on va être vraiment dans cette partie cachée que l'on a mis sous cloche. Tu sais, il y a une différence entre mettre sous contrôle et réguler. Quand on me dit non mais moi ça je contrôle, bah en fait il y a un moment donné où la cloche elle va s'ouvrir et tu vas faire coucou, moi je suis ton émotion négative, tu m'as oublié mais j'étais là, tu vois. Alors que quand tu régules, eh ben tu régules justement ton émotion, tu l'accueilles, tu la fais se véhiculer en toi et tu la traites. Contrôler, en fait, c'est mettre de côté et à un moment donné, ça va péter. Et ça, c'est Absolument. très important. Et l'enfant pète régulièrement dans la journée, justement. Il va y avoir, en fait. Donc, Mhm. lui, il se régule très bien. En fait, Absolument. en tout cas, il te donne à montrer comment est-ce qu'on peut se réguler. Après, il y a des enfants où c'est plus difficile que d'autres au niveau émotionnel, mais je parle là du côté très ordinaire, hein, le côté Mhm. base. Un enfant sans problématique derrière. Hein. C'est Mhm. quelque chose, voilà, je veux bien recadrer le truc. Euh, Est-ce qu'il faut le dire ou pas le dire? Alors, moi, je suis de l'école de oui, parlez à vos bébés, parlez à vos enfants, parlez à vos ados. Euh, Sans faire de la psychologie, et ça j'ai fait un live mardi dernier sur ça, sur les familles recomposées, déjà dans un premier temps, élaborer quelque chose de socle d'information en fait. Juste expliquer de là où il est, ce côté où il est unique dans un tout. Il n'est pas tout seul, il fait partie d'un tout qui est sa famille. Il y a son environnement scolaire qui prend 8 heures de la journée, donc on voit moins nos enfants que les profs les voient. Et il y a besoin vraiment de, alors ce côté enraciné, mais ce côté plus faire un socle stable pour que l'enfant puisse classer et organiser son développement psycho-affectif autour de quelque chose qui, même si la famille est éclatée, recomposée, famille d'accueil ou homoparentale, monoparentale, toutes ces familles extraordinaires, eh bien, il y a besoin en fait de reclarifier la chose, de la mettre de manière la plus saine possible pour montrer que c'est pas si compliqué. Comme ça, en fait, l'enfant va pouvoir penser à autre chose que Absolument. s'évertuer inconsciemment à essayer de classer et de mettre dans l'ordre quelque Absolument. chose qui va être de l'ordre du ressenti, parce on l'a dit, hein, l'enfant va ressentir certaines choses. Et si tu ne l'aides pas à mettre des mots et à clarifier certaines choses, il va être inconsciemment dans ce travail-là
et il a autre chose à foutre en fait le gamin. Laissez-leur la possibilité de s'embêter à réguler certaines choses qui leur appartiennent et pas forcément qui vous appartiennent. Donc le fait de clarifier comme ça et de mettre carte sur table, comme on va dire, ça lui permet de faire un meilleur puzzle rapidement. Absolument. Et j'aime beaucoup cette image du puzzle. Je reçois des fois des parents avec leur bébé ou avec leur jeune enfant qui vont me dire non mais en fait j'en parle pas, je lui en parle pas donc voilà, il sait pas. Et du coup c'est aussi une question, je crois qu'il est important de se poser. Est-ce que c'est possible que ça ait un impact sur le bébé, sur nos enfants, même s'ils n'en savent rien, même si on leur a pas dit? Et je crois qu'en fait, bah, bien évidemment que oui, parce que même si on lui dit pas, dans la métaphore que tu donnais tout à l'heure avec l'iceberg et la partie qu'on voit pas immergée, bah, en fait, c'est là. Et là, pour ça, moi, je me réfère vraiment à Françoise Dolto qui parlait justement de cette histoire du puzzle en disant que, en fait, n'importe quelle vérité, aussi difficile soit-elle, l'enfant, il a besoin de la connaître parce que sinon, on crée un tabou, il manque une pièce du puzzle. Et du coup, pour se construire, en fait, on a un trou, on a un vide. Et on peut pas en fait se construire avec un trou ou avec du vide. Et Françoise Dolto, elle allait dans les maternités parler aux petits bébés, voilà, des fois nés sous X, des fois en réanimation, etc. Et elle décrit dans ses écrits des cas absolument magnifiques de bébés qui veulent plus manger, qui se laissent mourir en fait, des bébés nés sous X. Et elle va leur raconter leur histoire. Elle va leur dire, bah voilà, écoute, mon petit bonhomme, c'est terrible ce qui t'arrive en fait. Et elle explique ce que c'est un viol à un bébé. En fait, et bah voilà, il y a un monsieur qui a forcé ta maman et toi, tu es né de ça. Et c'est vrai que c'est terrible. Et en fait, là, il y a quelque chose qui t'appartient. C'est toi qui vas décider si, ok, tu as envie de vivre avec ça. C'est difficile, mais c'est ton histoire. Tu peux en faire quelque chose ou tu peux décider de te laisser mourir. C'est toi qui vois. Et en fait, ben, c'est des bébés qui, après, se sont remis à manger. Et ça Il y se a un retrouve. très beau film, Pupille. Oui, Pupille, un tu m'as. très très beau film qui l'exprime ça avec une assistante sociale qui vient parler à un bébé qui, sa maman en fait, ne veut pas le reconnaître, enfin ne peut pas. En tout cas, ça a été son choix. Et il est très très beau ce film. Et ça l'exprime très très bien d'ailleurs. Mais oui, parler à un enfant, à un bébé, et puis quand tu dis on ne peut pas se construire dans un vide et on ne peut pas se construire, ce qu'il y a de pire, c'est que comme on ne peut pas se construire dans un vide, on va se construire avec l'imaginé et le fantasme pour remplir le vide. Absolument. Et parfois, l'enfant va imaginer un truc beaucoup plus Pire. grave Absolument. que ce qui a vraiment existé. Parce que la mère ou le père ou les grands-parents vont transmettre de manière invisible un comportement. Une femme qui a été abusée, une femme qui a été, ou un homme qui a été abusé ou maltraité ou violenté, va avoir des réactions différentes avec son enfant qu'une personne lambda sur la violence, sur le corps, sur l'intimité, la sexualité. Et l'enfant, il va se dire, mais pourquoi moi, mon parent, enfin il le dit inconsciemment, hein, pourquoi mon parent va réagir ou surréagir comme ça, et on va du coup, l'enfant va remplir ce vide de plein de choses du coup pour le remplir, mais souvent beaucoup plus pire, je vais dire. Donc n'imaginez pas, après il y en a qui me disent mais si je lui dis, est-ce qu'il va réagir? En fait, l'enfant, faites aussi confiance en la capacité du cerveau. Attention, encore une fois, on recadre des personnes qui vont bien. C'est que la capacité du cerveau va avoir le préconscient qui va faire que l'inconscient, est-ce qu'on le fait passer en conscience ou pas, c'est cette espèce de filtre qui dit ok, il n'y a pas de danger, tac, ok, il y a un danger, mécanisme de défense, on réagit, hop, on réagit, mécanisme de défense en place, et du coup, il n'y a aucun danger en fait derrière ça, parce qu'on se régule. Absolument. Il y a aussi, je crois, le fait que on s'adapte aussi à l'enfant à son âge. On va pas lui raconter un viol en détail. Voilà, voilà, exactement. On s'adapte à l'enfant, on s'adapte à son âge, on s'adapte à sa disponibilité, et du coup, ça nous amène à quelque chose qui me semblait important de transmettre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des petits conseils qu'on pourrait donner à ceux qui se sentent pas capables d'en parler d'eux-mêmes, parce qu'on a le droit? Ça peut effectivement être compliqué parce que j'ai été invitée par Sophie Chivray, dans son podcast sur le deuil périnatal, Au revoir podcast, a enregistré 2 épisodes sur
comment on se comporte en fait avec les fratries confrontées au deuil périnatal, dans le cas où c'est un aîné qui est décédé ou dans le cas où c'est un bébé à venir après. Et ce qu'on disait ensemble, c'est que on s'adapte à eux, on leur parle en fonction de leur âge, mais ça suppose aussi que ce soit un peu clair pour nous. Et des fois, pour nous, en fait, c'est des questions très difficiles. Et bien évidemment qu'on a le droit, puisqu'on est dans du traumatisme, donc bien évidemment qu'on a le droit que ce soit compliqué. Donc, il y a peut-être une question, entre guillemets, d'attendre le bon moment, mais je le dis vraiment entre guillemets parce que des fois, en fait, c'est jamais le bon moment. Et je crois, j'imagine que tu seras d'accord avec moi, que dans ces cas-là, ça peut être une très bonne idée d'aller voir un thérapeute pour nous aider à en parler. Et c'est quelque chose qui est pas si connu que ça finalement. Le fait que, moi c'est mon métier, le fait d'être thérapeute de bébé. Et en fait, on parle aux bébés, on leur raconte leur histoire, on leur raconte ce qui s'est passé pour eux, ce qui éventuellement s'est passé dans la famille, etc. Et je trouve ça toujours incroyable à quel point les bébés écoutent. Et j'ai vraiment en mémoire une consultation que j'ai filmée à l'époque où je filmais les consultations de Marie-Christine Laznick dans le cadre des thérapies bébés-parents, où Marie-Christine Laznick raconte à un bébé son histoire, sa naissance, très violente, très traumatisante, où on a rendu un bébé comme une poupée de chiffon à ses parents, qui était un bébé tout mou, presque mort, hein, vraiment quelque chose de terrible, terrible. Et le bébé regarde Marie-Christine et éclate en sanglots. Et ça avait été un moment bouleversant pour tout le monde, vraiment, pour les parents, pour nous en tant que thérapeutes, de voir à quel point ce bébé vraiment se connectait à ça et s'autorisait à lâcher quelque chose. Et je crois que ce bébé, il en avait besoin. Autant le bébé que les parents, parce que quand on parle au bébé, bien sûr qu'on parle aussi aux parents, à la part de bébé en le parent, enfin. Aller voir un thérapeute, oser aller justement demander de l'aide si on n'arrive pas à en parler, je pense que c'est très important. Il y a aussi tout ce qui va être autour des contes, tu sais, les contes compte à guérir, compte à grandir, compte à guérir, compte à guérir, compte à grandir, je crois. C'est assez intéressant de regarder comment est-ce qu'on peut transposer une histoire et en parler de manière clair mais symbolique à son enfant. Le côté aussi des dessins animés. Moi, j'ai acheté là dernièrement un nouveau livre qui s'appelle, enfin pas un nouveau, un livre que je venais de découvrir, la cinémathérapie. Donc l'étude vraiment avec les dessins animés d'aujourd'hui, hein, voir comment est-ce qu'on va pouvoir venir parler de la mort d'un parent avec le roi lion par exemple, de tout ce qui va être de l'ordre de la différence avec Nemo et sa nageoire atrophiée, l'handicap. Et je trouve que c'est beau aussi de regarder un dessin animé avec son enfant dans l'idée qu'il y a un intérêt derrière et pouvoir parler comme ça, ou en tout cas engager la discussion sur certains gros thèmes psychologiques qui nous, on se sent mal à l'aise là-dessus et que ça va venir nous aider. Et tu vois, l'expérience que tu dis avec ce bébé, ça me fait penser à ma grande de 6 ans qui très régulièrement me dit « Maman, raconte-moi comment je suis née. » Parce que bon, l'accouchement n'a pas été si simple. Et du coup, elle veut que je lui raconte. Et elle me dit « Raconte-moi encore comment je suis née. » Et hop, on refait tout le truc du rendez-vous du gynéco à l'arrivée de Toscane et le premier moment d'allaitement. Et du coup, elle adore et elle me dit « Raconte-moi, maman, comment je suis née. » Et je vois qu'elle en a besoin, en fait. Absolument, absolument. C'est son roman familial, son histoire et certainement que elle demande que tu lui racontes encore parce que elle en a pas assez, elle n'a pas assez bu encore, elle a encore besoin que maman le raconte et la remplisse encore et encore. C'est très beau. C'est très beau. Alors, si tu es d'accord, je te propose qu'on ferme un petit peu cette parenthèse et qu'on aille un petit peu du coup du côté de la série Netflix. Le chemin de l'Olivier, voilà, c'est une série qui rencontre un grand succès. Ça nous semblait intéressant d'en parler puisque, alors du coup, on a intitulé notre live transgénérationnel. Si j'ai bien compris les définitions de tout à l'heure, avec la série Le chemin de l'Olivier, en fait, c'est du transgénérationnel, mais il y a aussi beaucoup de psychogénéalogie puisqu'on va travailler beaucoup au niveau des ancêtres de manière plus haut dans la lignée. Tout à fait. C'est vraiment on va dire l'imbrication des deux.
dans Oui, cette série. ouais, ouais, Et c'est ouais. vrai qu'on trouvait ça intéressant de revenir sur cette série parce que je trouve que ça a démocratisé la Absolument. psychogénéalogie et tout ce qui va être de l'ordre de la cascade traumatique et comment est-ce que cela peut gire en nous et nous appartenir et ne pas nous appartenir. Et je trouvais ça aussi intéressant de revenir sur cette série parce qu'il y a un côté très chamanique derrière qui fait que ceux qui étaient frileux, bah, ils vont pas y aller parce qu'ils vont se dire ah bah voilà, c'est bien ce que j'avais pensé, c'est ce côté un petit peu ésotérique et mystique, alors que Oui, pas du tout. C'est que bien là, sûr. la série va le réduire là-dessus parce que ça reste une série. Absolument. Mais du coup, voilà, on voulait revenir là-dessus et je pense que c'était Tout à fait. important que tu le présentes. Tout à fait. Alors du coup, du coup, on va spoiler un petit peu. Donc les personnes qui ne l'ont pas encore vu, peut-être regarder la série avant de nous écouter. Pour rappeler un petit peu du coup le contexte, le synopsis. Donc c'est une série qui se passe en Turquie. Il y a trois meilleures amies, Selgi qui est avocate, Ada qui est chirurgienne et Leïla qui est mère au foyer, très amoureuse de son mari absent et qui est influenceuse sur les réseaux sociaux. Vous verrez après pourquoi je précise on pourrait dire la qualité, la situation de chacune. Je trouve que ça a aussi son importance. Et en fait, Selgi a un cancer, les résultats sont pas très bons. Elle cherche une alternative aux traitements qui lui sont déjà administrés dans l'hôpital où travaille sa copine Ada. Et donc, elle embarque ses copines. Elles vont dans une ville au bord de la mer pour aller rencontrer Zaman, qui est donc un homme, voilà, un peu indescriptible, qui apparemment sauve un peu les gens d'eux-mêmes et qui pourrait apparemment aider Selgi face à son cancer. Je suis un petit peu ce que j'ai noté parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette série. Au cours de ces séances particulières qui sont animées donc par cet homme, c'est des séances assimilables à ce qu'on appelle des constellations familiales, même si à un moment donné, alors je me souviens plus exactement, ça fait un moment que j'ai regardé la série, mais il le précise. Il y a quelqu'un qui lui dit mais c'est de la thérapie et c'est quoi? Est-ce que t'es médium machin? Et il explique un petit peu à sa manière. Donc il y a le terme de constellation familiale quand même qui sort. Une constellation familiale, c'est quoi? Il y a quelqu'un dans le groupe qui se porte volontaire pour que la constellation familiale lui soit dédiée. C'est ce qu'on appelle le constellé. Il s'installe du coup à côté de Zaman, de cet homme, qui le guide pour en fait choisir tour à tour des membres du cercle qui vont venir incarner des parts de lui-même, des émotions ou des ancêtres en fonction de la problématique qu'il vient mettre au travail. Et donc, chacun va se connecter en fait à ses ressentis et en fait, les inconscients de tout le monde sont mis au travail pour que la personne dont on fait la constellation puisse se connecter à ce qu'on pourrait appeler son moi spirituel et du coup découvrir parfois des traumatismes non résolus vécus par ses ancêtres. Et ce qui est vraiment mis en avant dans la série, c'est que de ces traumatismes semblent découler des incidences dans la vie présente en fait. Et du coup, ce que met aussi en avant la série, c'est que de les identifier, ça permettrait de les dépasser. Et Zaman propose aussi finalement des pistes pour exorciser un peu l'histoire, pour s'en libérer et pour d'une certaine manière rendre un peu aux défunts, aux ancêtres, ce qui leur appartient. Et moi j'ai trouvé que c'était assez bien construit parce que tout le monde se prête au jeu en fait. Chaque épisode met plus ou moins en lumière l'histoire d'un des personnages. Voilà. Et on y viendra après. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a des fois des choses très concrètes. Par exemple, le personnage de Leïla a peur de la noyade. Et en fait, elle fait sa constellation familiale, bah, il découvre que je sais plus si c'est sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, en fait, s'est noyée dans un contexte terrible. On l'a noyée, en fait. Et c'est un événement dont Leïla, le personnage, n'a pas connaissance. Et on se On dit, l'a c'est quand noyé même. par instinct de survie d'ailleurs. Oui, exactement. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu une prise de conscience waouh, quoi, de se dire, mais en fait, elle a peur de l'eau, elle sait pas expliquer pourquoi, elle ne va pas dans l'eau. Et en fait, cet ancêtre-là a vécu ça. Et donc, il y a tout un rituel qui est mis en place pour la libérer. Bon, voilà. On va venir juste après. Tu as un petit peu commencé à le faire sur, du coup, ce qui nous semble chouette et du coup, peut-être un peu plus à discuter dans cette série. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on discute du coup du titre. Parce que du coup, il y a en gros trois titres officiels. Il y a notre titre français qui est Le chemin de l'Olivier. Il y a le titre en anglais qui est Another Self. J'ai ma voix qui est pas abîmée là. J'aurais pas fait mieux.
Another Self. Et le titre en turc, Zeytin Agassi, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, qui veut dire littéralement olive et arbre. Donc il y a bien la notion de l'olivier, et d'ailleurs on le voit dans la série, il y a des champs d'olivier, et puis il y a toute une scène, je sais pas si tu t'en souviens, très jolie avec Ada qui du coup en tant que médecin est un peu réticente en fait à tout ça, et où Zaman lui donne la métaphore de l'olive, de l'olivier, des racines. Et je trouve que c'est très joli. Et d'ailleurs, je trouve que jusqu'à ce qu'on arrive à cette scène, on se dit un peu mais c'est quoi ce titre? Enfin, je trouve qu'au début ça fait pas forcément sens. Et et du coup, je trouve le titre anglais hyper intéressant, Another Self, une autre part de nous. Et en plus, il y a un jeu aussi sur la police, parce qu'il y a une partie qui est en italique. En français, c'est le chemin, qui est en italique. En anglais, c'est le self. Et en turc, c'est le mot olive. Mais du coup, je trouve que dans Another Self, il y a une autre partie de soi. Et je trouve que, voilà, il n'y a pas l'idée des oliviers, du chemin, etc. Et je trouve que c'est quand même une idée intéressante à faire ressortir. Qu'est-ce que tu en penses? Alors Dis-moi. oui, moi je me suis, c'est rigolo comment toi tu le regardes et comment tu l'analyses. Euh, Moi je voyais dans l'olivier le côté arbre et quand on décrypte le prénom en manière symbole universelle, l'olivier, enfin Olivier, le prénom Olivier, c'est la paix et la guerre. Donc c'est ce côté Mhm. ombre et lumière, c'est ce Ah, côté émerger, immerger. Et très je trouve que de manière du coup bien. psychanalytique, la traduction de Olivier a tout sa place parce que le chemin, ben, comme je l'ai dit au tout début, hein, la Mhm. psychogénéalogie, c'est quelque chose qu'on va cheminer. C'est pas quelque chose en une séance qu'on va pouvoir faire, ni deux, ni Absolument. trois. C'est quelque chose qu'on va devoir se prendre des raz-de-marée dans la figure. C'est quelque chose qu'on va devoir intégrer et catharsiser et sublimer. Donc le chemin a tout sa place. Et Mhm. Olivier, ce côté où on va avoir la paix et la guerre, je trouve ça très très parlant. Donc pour moi, je ne m'étais pas posé la question pourquoi le chemin des oliviers. Pour moi, j'étais là, ah oh, super, top, direct, Parlait ça beaucoup, m'a donc tant mieux. parlé. Tant mieux. Alors après, du coup, c'est dans le titre français hein, qu'ils ont Oui, ajouté bah oui, cette. oui, je le vois là, tu me l'as. Je ne savais pas le titre anglais ni turc, donc c'est super intéressant. Mhm. Mais tu vois, une autre Euh, partie de soi, ça vient faire complètement lien avec ce côté ombre et lumière, tu vois, oui, le côté absolument, conscient et absolument. inconscient. Et ce que je trouve très chouette, c'est que vraiment dans l'idée de another, il y a vraiment l'idée que c'est là, c'est pas là, quoi. Ça fait Complètement. partie de moi, j'y ai pas forcément accès. Et du coup, c'est vrai que au début, avant un peu de cheminer sur tout ça, je me disais, waouh, mais le titre anglais, il est vraiment génial. En français, comme d'habitude, ils nous ont fait une traduction pourrie. Et en fait, bah, en revenant au titre original, euh, bah, en fait, voilà, notre titre français, il est très en lien Tout à fait. avec ça. Voilà. Il n'est pas Et si pourri. je livre un peu une anecdote autour de ça. Mes ancêtres sont arméniens de Turquie. Ils ont vécu en Turquie. Donc pour moi, du coup, c'est vrai aussi que cette série prend certainement comment dire, une tournure peut-être un peu personnelle parce qu'il y a quelque chose comme ça, un peu d'identification, je pense. Voilà. Alors, du coup, par rapport au plus, entre guillemets, à ce qui nous a plu dans la série, je trouve que tu l'as très bien formulé, le fait de mettre en lumière l'impact possible des traumatismes vécus par nos ancêtres dans nos vies de tous les jours, même si on n'en a pas connaissance consciemment, en fait, on les porte en nous. Donc ça, c'est Quel vrai que qu'on a soit notre statut social. absolument. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je précisais les conditions des trois meilleurs amis, parce que on voit vraiment que c'est trois niveaux tout à fait différents. Et en fait, eh ben, on a chacun notre lot de trauma. Ça n'a absolument rien à voir. Et je sais pas si ça a été fait exprès. Peut-être que oui. Le fait que, parce qu'il y a les trois meilleures copines, mais après, il y a d'autres hommes et femmes qui rencontrent et on voit que c'est des milieux différents quand il y a la constellation et que, bon, c'est du cinéma, hein, donc c'est très bien fait, c'est mis en scène, on voit les ancêtres, etc. On voit qu'il y a le milieu de Zigane, il y a le milieu il y a des milieux très pauvres, il y a des milieux où on voit qu'il y a beaucoup plus d'argent et on voit que ben la violence, la guerre, etc. En fait, ça épargne personne, ça vient chez tout le monde, quoi. Le traumatisme aussi. Complètement. Et alors, vraiment, pour le coup, c'est très fidèle à ce que moi, en cabinet, je peux traiter comme trauma ou comme mot.
MAUX. Tu vois, quand on m'a dit qu'est-ce que tu en as pensé, des exemples de cascades traumatiques, je dis ah mais ça, moi en fait c'est mon commun. C'est c'est le commun de j'ai peur de l'eau, je comprends pas pourquoi, je n'arrive pas à me marier et à me trouver quelqu'un, j'ai un cancer et je veux en connaître l'origine parce que mon médecin me dit que côté médical, ben, rien n'allait dans ce côté-là et je n'avais pas forcément un terrain favorable à déclencher ce genre de maladie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être très récurrent, ou de l'amour impossible, ou ce côté-là, où il y a vraiment, ça pour le coup, c'est des exemples très, très, très fidèles à ta réalité clinique. À la réalité, complètement. Après, je pense que ce qui est important, dans le chemin de l'Olivier, c'est de vraiment bien montrer que oui, c'est du cinéma, dans le sens où les constellations, ce n'est pas ça. Ça, c'est des constellations familiales chamaniques. Regardez bien les définitions et les termes employés. Les thérapeutes qui le pratiquent, quand vous avez des week-ends de constellation, regardez qui va venir pratiquer et quelle est son obédience, comme toi tu dis, voilà, parce que du coup là va venir marquer ce que vous allez en faire. Moi, des constellations, la constellation en fait, on va dire analogiquement parlant, l'humain va se dire constellation, ça va rappeler les étoiles. Tu sais, les constellations, la grande ours, la petite ours, voilà. Et du coup, on se dit étoile, c'est l'au-delà, c'est les morts, c'est voilà. Donc, alors que constellation, c'est le placement de chaque chose qui, on va dire, procure un décor. Regarde, alors, je vais 2 secondes vous montrer. Les constellations, moi, je le travaille très fréquemment. On va avoir les petits bonhommes, avec les parents, les grands-parents, les bébés, les pas encore nés. Voilà. On va avoir ce genre de petits bonhommes comme ça qui, en fait, en fonction, tu vois, là, il y a les 2 familles, tac, tac. Et qu'en fonction de comment est-ce qu'on les installe, va pouvoir provoquer effectivement une émotion, un ressenti, quelque chose qui va être de l'ordre de là, si tu positionnes mon père et ma mère comme ça, je me sens pas bien. On va avoir quelque chose où on va venir travailler comme ça. Tu t'employais le mot exorciser tout à l'heure. Du coup, ça n'aide pas dans ce côté charlatanisme. On va être plus ce côté où on va catharsiser, où on va sublimer, où on va venir comme ça libérer le surplus émotionnel en plaçant les personnages. Donc là, les petits bonhommes. Évidemment, avec les enfants, tu vas être peut-être plus avec des Playmobil. Là, ça va être plus avec le côté adulte pour que du coup, chacun puisse s'identifier avec un personnage de manière très factuelle. Enfin, voilà, tout le monde peut s'identifier avec un bonhomme avec 2 yeux, tu vois. Et ça n'infantilise pas le patient. Et les constellations que l'on fait en week-end ou en séjour ou en thérapie, effectivement, tu vas être en groupe, donc tu vas être en cercle, tu vas dire, toi, tu vas représenter mon père, toi, ma mère, toi, machin. On positionne et on va demander à l'autre comment il s'est senti dans la situation dans laquelle il l'a mis en position, par exemple le dos tourné. En fait, tu fais une photo familiale. Le dos tourné, la petite fille repliée sur elle-même. Comment tu t'es sentie toi? Et toi, en tant que consultante, donc comme tu disais tout à l'heure que, comment il s'appelle, le thérapeute, voilà, vient à côté de lui et lui dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais là, il y a ce côté, donc, cinéma, où il va venir susurrer à l'oreille en disant, est-ce que ta grand-mère est morte pendant la guerre d'une noyade? Et là, tu te dis, non, c'est ce côté-là où il y a un côté très médiuminique qui, en thérapie fonctionnelle, psychologique ou avec ce côté analytique, c'est pas aussi magique. Il y a quelque chose où on va venir faire une équation du ressenti de la personne, du ressenti du consultant, du ressenti du thérapeute, et on va venir faire une réflexion et jouer à qui est-ce sur une hypothèse qu'on va supputer, et sur cette hypothèse-là, dire comment est-ce que toi tu perçois ce que je pense de cette situation-là. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, et du coup, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui
bon, qui peut peut-être un peu induire en erreur parce que à un moment donné, quelqu'un lui dit, je me demande si c'est pas Ada, C'est Ada, le qui médecin. qui lui dit mais vous êtes médium, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et on lui dit ah non 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 pas du tout. Et en fait, ben quand on est un peu du milieu et quand on en fait aussi, le fait que notre live soit déplacé, moi ça m'a donné l'opportunité de faire une constellation familiale systémique. Et effectivement, je me suis rendu compte que oui, il y a des idées qui viennent parce qu'en fait, tout le monde met un peu son inconscient au travail, dans son corps, dans ses ressentis corporels. Et je trouve que c'est d'ailleurs tout aussi intéressant d'être constellé, c'est-à-dire on travaille notre histoire, que de jouer un rôle dans l'histoire de l'autre. C'est très rigolo. Rigolo, non, c'est pas le terme, mais moi, en tout cas, ça m'a vraiment interpellée. Étrange. Exactement. Les rôles qu'on m'a demandé de jouer dans les histoires des autres. Parce qu'en fait, ça me parlait, mais d'une puissance, mais voilà. Et c'est vrai qu'au début, quand on voit la scène se passer sous nos yeux, d'ailleurs, voilà, moi, je me suis vraiment connectée à ce que Ada peut, voilà, quand elle regarde le truc comme ça, qu'elle se dit, mais c'est quoi ce truc? Comment ils peuvent ressentir des choses comme ça, etc. Vrai qu'au début, quand on est de l'extérieur et qu'il y a quelqu'un qui se met en scène et puis qui d'un coup dit, ah, mais j'ai mal à tel endroit, etc. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand tout à coup, nous, on y va et que vraiment on se laisse prendre au jeu, qu'on essaye de lâcher notre mental, parce que je crois qu'il faut vraiment, voilà, essayer de faire un peu le vide et de vraiment se connecter, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, etc. Et que là, on a un peu des choses qui viennent et que 3 minutes avant, on n'avait pas cette émotion, cette sensation. Donc là, il y a bien quelque chose qui se passe. Voilà, je trouve que c'est vraiment un outil formidable. Et en ça, je trouve que c'est bien que la série ait pu faire connaître un peu ça, parce que là, en ce moment, il y a vraiment un engouement autour de tout ça. Et tout à l'heure, par rapport à comment dire, les choses qu'on peut comprendre, etc. Je trouve que autour de la violence aussi, on peut trouver beaucoup de réponses. Des fois, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de violence en eux, et moi, je le vois beaucoup dans le contexte de la parentalité, périnatalité, où d'avoir un bébé qui pleure, on ne sait pas forcément ce qu'il a, il dort pas, on dort pas non plus, etc. Ça nous sollicite beaucoup, c'est beaucoup plus difficile de nous réguler. Tu parlais de régulation. Surtout si on dort pas, on ne peut pas se réguler. Exactement. Et du coup, je trouve que c'est mis un peu en avant aussi. On voit que quand il y a des guerres, des génocides, des choses comme ça, il y a énormément de violence, on n'en a pas forcément connaissance. Et nous, on peut sentir beaucoup de violence. Et du coup, ça permet aussi un peu de comprendre de ce côté-là. Peut-être que je porte en moi des choses que mes ancêtres n'ont pas pu forcément exprimer, dire. Et je suis là. Et d'ailleurs, les gens le disent des fois. Je suis en colère, mais je sais pas pourquoi. Mais merci de rajouter ça, parce que c'est vrai que moi, quand je fais des séjours et où on fait les constellations, je le précise tout le temps au début en disant, c'est pas parce que vous ne passez pas que ça ne va pas travailler. Parce que même si vous êtes en tant que participant et pas en tant que venir traiter la chose, vous allez traiter votre chose par résonance, par miroir, par écho, parce que le rôle qu'on vous a attribué, vous allez travailler. Donc, c'est pas le côté « Ah ben moi, je suis pas passée à côté de toi ». Non, en fait, c'est un travail en commun. Une constellation, c'est un groupe et tellement de choses se passent pendant les constellations. Je voulais donc le livre référence qui est très intéressant sur les constellations, guérir le passé. Oui. Voilà, guérir le passé, vivre au présent, les constellations familiales pour comprendre son histoire et mieux s'en libérer. On va avoir vraiment ce côté psycho. Super, Systémie merci. psycho. C'est, on va dire, et il est très accessible. Et c'est très intéressant de le lire. Est-ce que avant de finir, parce que je crois qu'on a fait un petit peu le tour, il va falloir qu'on s'arrête, qu'on se dirige vers la fin de notre rendez-vous. Il y a juste quelque chose dont j'aimerais vraiment reparler et que tu puisses nous donner vraiment là ton avis d'experte. Moi, j'ai trouvé que dans la série, il y a un côté un peu facile, entre guillemets. C'est-à-dire, on met en évidence un trauma avec du coup cet aspect un peu médiumnité. Il regarde comme ça et puis il dit, bon, il y a un côté très cinéma, quoi. Mais c'est pas ça, c'est ton ancêtre. Et là, ils sont tous là. Oh, mais oui, il s'est passé ça. Bon, voilà. Et donc, en fait, déjà, c'est pas si simple, mais aussi quelque chose d'autre, parce que c'est une question qui revient beaucoup en consultation. À partir du moment où on le sait, où on a identifié quelque chose, qu'on identifie que dans notre vie de tous les jours, peut-être ça a un impact,
Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le traite, en fait? Est-ce que c'est aussi simple que ce que ça a l'air d'être dans la série? Et dans la série, du coup, ils proposent à chaque fois aux constellés, quand ils identifient quelque chose, de faire un rituel avec ça. Par exemple, il y a quelque chose avec Ada autour des coquelicots, et donc elle va, voilà, faire quelque chose autour de ça. Et d'ailleurs, c'est très joli parce qu'après, à un moment donné, elle retrouve Toprak, son amoureux de jeunesse, etc. Et à un moment donné, je sais pas si tu t'en souviens, la C'est mon caméra préféré, s'éloigne. lui. La caméra, la caméra s'éloigne et il y a des coquelicots au fond. Et c'est très joli, je trouve, ce petit clin d'œil comme ça. Voilà. Donc, est-ce que, voilà, autour des rituels, de s'en libérer, etc., est-ce que tu aurais quelque chose un peu à nous dire sur ce point-là? Peut-être pour nous donner un peu d'espoir aussi, je sais pas, c'est un peu ça qui Ouais. me... Alors, c'est ce qu'on appelle les actes symboliques, hein. Alors, pareil, tu vois, le mot rituel, les gens l'assimilent à quelque chose de rituel de lune, rituel, quelque chose de très Des rituels, tu veux sorcier. dire? Tu vois, le mot rituel, Oui, les c'est gens vrai. vont l'associer aussi, peuvent l'associer à ce côté assez sorcière. Ouais. Alors que le rituel, c'est, on va dire, rendre hommage à quelque chose et le matérialiser selon les croyances de chacun. L'acte symbolique, l'acte psychomagique, comme on dit en psychanalyse, ça va être de l'art-thérapie, de la psychanalyse appliquée. Ça va être de mettre en matériel l'inconcret, le côté, oui, quand on a la connaissance, on est dans le mental, mais on a cette partie du cerveau qui est la créativité et l'émotif, le côté émotionnel et sensitif, qui est toujours là. Donc ça, en fait, faut s'en débarrasser, faut le traiter, faut le transmuter, pas forcément l'en débarrasser, mais le transformer. Donc, il n'y a qu'une solution, entre guillemets, c'est que le cerveau assimile que le mental devienne matériel et que tu puisses en défaire. Et en hypnose, d'ailleurs, c'est comme ça que l'on se décharge du poids, c'est comme ça que Mhm. l'on va décharger, qu'on va pouvoir dire au revoir à son grand-père qu'on n'a pas vu juste avant qu'il meure, et que du coup, le cerveau va assimiler l'imaginaire à quelque chose de réel, parce qu'il ne fait pas la différence. Le cerveau, quand il Mhm. voit, il pense que c'est réel. Donc il y a le Mhm. réel et l'imaginaire. C'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention avec ces mauvais thérapeutes, avec ces faux souvenirs, où Oui. la personne va avoir une telle puissance sur le patient qu'il va lui faire croire quelque chose. Et c'est comme si pour lui ça s'était arrivé, et ça a des grands dégâts aussi. C'est Faire pour ça, attention. faites attention de qui vous allez voir, vraiment. Absolument. Sur tout ce côté accompagnement parallèle, complémentaire, alternatif, comment vous le voulez l'appeler. Faut vraiment qu'il y ait un socle derrière bien établi. Donc l'acte symbolique, c'est ni plus ni moins que de mettre quelque chose en matière et pouvoir le transformer, le transmuter, s'en libérer. Et si vous n'êtes pas avec cette aisance-là, l'hypnose va être un très bon moyen d'accéder à votre côté émotionnel, créatif, puisque du coup, vous êtes dans une partie de conscience modifiée à ce moment-là. Tout Et à c'est pour fait. ça que les enfants y arrivent très bien. Ils sont dans l'acte symbolique perpétuel, les enfants. Tout à fait, tout à fait. Et tu vois, moi, dans le contexte du deuil périnatal, qui est un contexte dans lequel je travaille beaucoup, j'accompagne beaucoup mes patients à aller vers ça, vers les rituels. Et c'est vrai que finalement, j'avais pas vraiment interrogé ce terme-là, quelle représentation ça peut avoir pour les gens quand on parle de rituels. Et j'ai été invitée l'année dernière par l'association Agapa, qui est une des grandes associations françaises à vulgariser, à accompagner autour du deuil périnatal, à sensibiliser à tout ça. Et j'avais été invitée à une table ronde pour discuter de la question de en quoi un rituel peut être thérapeutique. Et en fait, c'est ce que je transmets moi toujours, c'est-à-dire que en fait, je vais pas vous dire le rituel que vous devez faire. Je vais pouvoir être là pour vous accompagner, pour vous donner des idées, pour vous dire ben de mon expérience, j'ai rencontré des parents qui ont fait ça, j'ai rencontré des parents qui ont fait ça. Mais après, pour que vraiment ce soit thérapeutique en tant que tel, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de vous, que ça Faut le vous parle. singulariser. Exactement, que pour vous, ça fasse sens. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très joli le cheminement que suivent les patients que j'accompagne, parce que des fois, ça prend vraiment du temps. Et des fois, les personnes me disent, mais non, mais ça me parle pas, ça fait vraiment pas sens pour moi. Ben, ok, aucun problème. Continuez à y penser, etc. Et tout à coup, ils reviennent très heureux, très fiers d'eux en disant, oh, vous savez pas quoi, Madame Ixian, j'ai fait ça. Et là, ils racontent. Et je vois que vraiment, ça prend vie en eux, ça fait sens.
Et là, c'est thérapeutique. Bah, c'est congruent en tout cas quand tu vois la personne qui s'en saisit. Sinon, si tu fais quelque chose de manière universelle, ça va pas créer grand chose. On est encore dans cette explication, le symbole plus l'individu égale une interprétation. C'est que les métaphores, l'analogie, ce côté où tu vas dire que ça te fait sens, tu vas pouvoir tricoter l'acte symbolique en le singularisant. C'est pour ça que oui, il en existe des universels comme écrire une lettre à un défunt et la brûler. Ça, c'est le plus commun. Oui, ça soulage, on va pas dire le contraire. Si en plus tu mets ta patte, tu vas vraiment avoir un impact. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et alors, on va devoir s'arrêter, mais il y a quelqu'un qui nous parle de l'ethnopsychiatrie. Je trouve que cela rejoint plusieurs points ce que vous abordez. Tout à fait. L'ethnopsychiatrie avec du coup l'idée d'inclure les cultures, les coutumes, ce que tu disais aussi tout à l'heure, les traditions, les religions. Bon, je crois que Caroline, on va être obligé de prendre un prochain rendez-vous ensemble pour continuer nos échanges. Hein. Oui. Alors, juste, il y avait une question que je trouvais super intéressante juste avant. Pouvez-vous faire une constellation avec les personnes vivant de la dissociation? Non. Une très bonne question. C'est une très très bonne question. C'est pour ça que je voulais vraiment y revenir. C'est comme l'hypnose, hein, c'est les contre-indications qui vont être faibles, mais qui vont être, on va dire, à prendre avec grand intérêt. Donc, par exemple, moi, je suis formatrice en hypnose, dans les centres médicaux d'adulto, par exemple, c'est clair que la plupart des patients vont avoir des troubles psychiques, des troubles de la personnalité, de la dissociation ou de la schizophrénie ou de la bipolarité. Enfin, voilà, on peut avoir. Donc, tout est l'art. L'art est de savoir, et c'est pour ça on en revient sur théorie et pratique. Moi, ma théorie me permet d'avoir ce savoir et ma pratique me permet de le détourner et de l'adapter au patient s'il arrive avec ce trouble-là, cette difficulté-là. Où du coup, tu ne vas pas être dans l'imaginaire et le projectif et ce côté où on va demander la favorisation d'une dissociation parce que sinon, là, il va y avoir des compensations ou alors il va rester perché et pour le ramener, ça va être plus difficile. On va contourner grâce au savoir, mais à la connaissance. Tu peux pas le faire si tu n'as pas la pratique. Dans le sens où il faut vraiment connaître la singularité de chaque maladie, de chaque pathologie et pouvoir essayer de prendre cet outil en tant qu'outil hypnotique, outil de constellation familiale et pas faire du plaqué-collé. Absolument. Pour ce danger-là. Donc, oui, c'est possible si le praticien arrive à détourner et se saisir de cet outil et l'adapter à la personne qui va avoir ces troubles-là. Mais non, surtout pas si vous débutez parce que vous avez lu un livre et vous vous dites, moi, les constellations, j'ai compris, j'y vais, oubliez. Absolument. Mais du coup, c'est bon, c'est d'autres sujets qu'on pourrait tout à fait lier avec ça. Mais c'est vrai que, en fait, pour pouvoir être alerte, ça suppose aussi de pouvoir le repérer. Parce qu'en fait, quelqu'un qui, si on parle un peu en termes structurels, qui se situe plutôt dans une structure psychotique que névrosée, c'est pas marqué sur son front, en fait. C'est quelqu'un qui peut aussi être tout à fait adapté en société, etc. Et lui-même peut ne pas le savoir. Absolument, absolument. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention à qui vous vous adressez, de bien se renseigner, peut-être de demander à des gens s'ils sont déjà allés le faire dans ce contexte, etc. C'est-à-dire, il faut prendre soin de soi et se mettre en sécurité parce que c'est quand même comment dire, on vient toucher vraiment quelque chose de l'intime. On peut reprendre la métaphore de l'iceberg qui est très parlant. Voilà, quelque chose de un peu notre ombre si on va sur le côté l'ombre et la lumière. Et il y a aussi forcément du coup des fragilités, etc. Alors que ça pleure, que ça nous bouleverse, etc. Ok, mais il faut quand même faire attention entre les mains de qui on met notre psychisme quand on fait ça, quoi. Je crois que c'est très important de le préciser. Tu avais raison de relever la question. Bon, on se dirige du coup vers la fin de notre rendez-vous. On a eu plein de remerciements, on a plein de petits cœurs tout à l'heure. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Caroline, tu connais le rituel du coup de fermeture
de ces lives Parlons bébé. Est-ce que s'il y a quelque chose Et bah, bon, que tu avais envie de dire un petit peu sur ce thème-là aux parents professionnels qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient un petit peu, ou sinon on peut prendre le temps d'y réfléchir un peu après ensemble? alors, la Dis-nous. dernière fois, je vais pas faire dans la nouveauté. La dernière fois, je vous disais, faites confiance à vos bébés, à vos enfants. Mhm. Mais je pense que vraiment, c'est la phrase. C'est faites confiance à vos bébés, à vos enfants. Ils sont beaucoup plus forts que vous. Et l'humain fonctionne avec son propre cerveau et ses propres projections. Donc, en fait, ce que vous pensez que l'autre va penser, c'est vous avec votre propre projection. Votre enfant, c'est pas vous. Il a beau avoir les transmissions, les ressources positives et négatives, il est lui, il est singulier. Donc, vous ne savez pas. C'est magnifique ce que tu dis. Je suis très heureuse qu'on puisse conclure comme ça, c'est-à-dire aussi de lui faire confiance, de se faire confiance et de lui rendre un petit peu aussi quelque chose qui lui appartient. Je trouve que c'est une magnifique manière de conclure ce live, c'est-à-dire transmission générationnelle entre les générations, oui, mais pas que. Je crois que Voilà. c'est ça qui résume un petit peu notre propos d'aujourd'hui. Bon, Je suis trop merci. contente, je suis émue. C'était un très joli moment. On a eu Ouais. voilà plein de jolis retours, donc c'est très chouette. Merci N'hésitez à pas vous. si vous regardez le live en replay à nous faire vos retours, à partager le live si vous a intéressé. Caroline, merci à nouveau d'avoir accepté Merci. cet échange. J'en étais très heureuse. Ça nous permet du coup de poursuivre notre jolie journée, chacun de notre côté, en ayant un peu rempli chacun nos réservoirs affectifs, je crois. Oui, je pense aussi. Et vraiment, vivement le prochain. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Il faut qu'on réfléchisse à quel thème on pourrait aborder. Bah, du coup, peut-être on peut mettre les gens qui sont là, qui nous écoutent au travail. Si vous avez des idées, voilà, vous savez que comment dire, la thématique, on va dire, de travail de Caroline autour de la psychogénéalogie, moi, autour de la périnatalité. S'il y a des choses qui vous viennent et que vous aimeriez qu'on discute, pas en commentaire là, du coup, parce que ça va se fermer, on pourra plus le voir, mais n'hésitez pas à nous écrire à l'une ou à l'autre. Ce serait avec grand plaisir. Vous êtes adorables, les filles. Tout le monde nous dit merci. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous. Merci encore Caroline et on se dit à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye.